bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à Patrice. Bonsoir Charles. Oui. Alors oui, nous avons pensé organiser ces trois activités. Alors ce soir, c'est la première et chacune d'entre elles va présenter un mythe. Alors ce soir, nous allons du côté de la Grèce avec le mythe de la caverne. Le mois prochain, nous allons vers l'Inde avec Arjuna et tout le monde de l'Inde ancienne. Et puis, on reviendra ensuite dans le monde gréco-latin, n'est-ce pas, avec le mythe d'Hercule ou Héraclès au mois de mai. Alors, bienvenue encore une fois à tous et à toutes. Je pense que l'avantage d'être là tous ensemble simultanément, c'est que nous allons pouvoir ouvrir une période d'échange, de questions. À la fin de notre activité, on se réservera du temps pour ça. Mais premièrement, on voudrait quand même introduire la notion même de mythe et en quoi est-ce qu'il y a une sagesse dans les mythes, hein, dans ces traditions. Et puis, par la suite, présenter quelques éléments de réflexion pour finalement ouvrir à un dialogue tous ensemble avec ceux et celles qui auraient des questions ou des observations pour enrichir notre activité. Alors, sans plus tarder, Patrice, si tu veux nous parler un petit peu, faites une introduction à cette activité. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à notre activité. Et effectivement, me vient la tâche très intéressante de tenter de présenter une vision des symboles et des mythes. Alors, pour commencer, commençons déjà par présenter ce que n'est pas les mythes, ou du moins comment nous n'aborderons pas les mythes. Nous connaissons bien la mythologie, probablement que chacun d'entre nous s'y est intéressé pour s'être retrouvé ici ce soir. Mais j'aimerais juste présenter, en fait, comme quoi la mythologie, on ne présentera pas ça comme étant une espèce de conte, de conte farfelu ou encore de fantaisie de l'ancien monde qui, pour des raisons X, comme certaines courants de pensée nous les présentent, ont tenté de se représenter le monde en expliquant par des histoires un peu fantastiques. Non, au contraire, on va plutôt regarder le mythe d'une façon beaucoup plus, disons, rechercher la nature ou enfin le symbole qui se trouve dans cette grande héritage qui est le nôtre. Parce que quand on parle de mythe et quand on parle de symbole, c'est en fait un héritage qui nous vient de absolument tous les horizons qui nous ont précédés. Alors, on parle de mythologie, bien entendu, dans les mondes mésoaméricains, on parle de mythologie en Afrique, on parle de mythologie en Chine et bien entendu en Europe et notamment pour notre activité de ce soir, on va en parler en Grèce. Donc, qu'est-ce qu'est un mythe? C'est la question qui se pose. En fait, le mythe ou la mythologie, c'est en fait parole de vérité. Alors, en partant de là, on va déjà pouvoir rentrer un petit peu plus proche, se rapprocher de là où on veut aller avec notre série d'activités, c'est-à-dire en arriver à finalement se questionner sur comment l'humanité, qui est déjà vieille de plusieurs milliers d'années, est arrivée à cette vision, cette conceptualisation de qu'est-ce qu'était l'être humain, mais non seulement qu'est-ce qu'était l'être humain, mais qu'est-ce qu'était l'être humain en rapport avec lui-même, en rapport avec les autres, en rapport avec son environnement, et bien au-delà de ça, si on aura la chance peut-être de l'aborder, mais qu'est-ce qu'était sa place finalement dans l'univers. Alors, on va parler à travers de ça, on peut parler des grandes divinités, bien sûr, des symboles majestueux comme on peut voir en Égypte, mais en Grèce aussi, et bien entendu à travers des traditions de sagesse qui nous arrivent de partout. Peut-être que chacun de nous, on peut le rencontrer déjà dans notre jeunesse parce qu'elle s'est exprimée sous diverses formes et on pense même, on peut penser soit aux fables de La Fontaine, aux contes de Grimm, aux contes de Perrault, qui sont venus... Les Mille et une nuits aussi. Les Mille et une nuits pour les mondes du Moyen-Orient et tellement d'autres.
Et on n'aurait pas le temps ce soir, évidemment, de se plonger trop là-dedans, mais… Mais Patrice, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce que les contes, le folklore, tout ça. On dirait que ça n'est pas limité dans le temps. C'est pas comme on dit, ben, c'est en telle année. C'est-à-dire, c'est comme il était une fois. Donc, ça ouvre un autre champ mental, un autre champ pour la conscience, non? Exactement. Et de plus, ce qui est magnifique dans ça, c'est que si on s'y penche un peu, et c'est ce qu'on a l'intention de faire ce soir, c'est qu'on réalise que finalement, la vision de l'homme, permettez, on parle de l'humanité ici, l'homme avec un grand H, est en fait une vision qui a été partagée par tous les horizons, toutes les cultures, tous les peuples à travers de l'humanité ont pu voir que la réalité, c'est-à-dire la vie et tout ce qui entoure le devenir de l'être humain, était majestueux, bien au-delà du métro, boulot, dodo ou du monde, la vision de la vie qu'on nous traduit aujourd'hui, qui est finalement d'aller travailler, et puis, bref, une réalité qui est tout à fait matérialiste et qui se limite finalement à chercher le confort et puis à trouver finalement une espèce de devenir, mais en amassant des biens. Mais non, le devenir de l'être humain est beaucoup plus large que ça. Mais disons, cette recherche, cet intérêt pour une dimension de la conscience qui n'est pas que rationaliste, que matérielle, eh bien, c'est quelque chose qui a été redécouvert au 20e siècle, au 19e siècle, avec des grands anthropologues, des grands chercheurs universitaires. On parle des gens qui étaient quand même très solides, Mircea Eliade, Gilbert Durand et tout ça. Donc, il y a quand même eu, c'est quand même fondé. Nous sommes en train de parler de quelque chose qui est fondé, qui fait l'objet d'une étude approfondie et qu'on va essayer de présenter de façon accessible, puisque pour nous-mêmes, Patrice et moi, ben, nous ne sommes pas non plus les grands experts dans le domaine des mythes et des symboles, mais je pense qu'ensemble, on peut apporter quelque chose d'intéressant pour nous tous ce soir. Exactement. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, à la prime abord, une des grandes notions qui nous intéresse dans cette idée de se relier à la mythologie, de se relier aux symboles, de se relier à cette sagesse qui est atemporelle, parce que c'est ce que le mythe vient nous traduire, c'est effectivement une sagesse, une connaissance, une vision du monde. Ceci va impliquer quelque chose, c'est-à-dire c'est d'aller au-delà des apparences. Et pour aller au-delà des apparences, il va falloir faire un peu de place à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer une certaine, disons, cheminement, une certaine quête, une certaine investigation. Et j'aime bien le mot quête parce que c'est en fait un mot qui revient souvent, c'est-à-dire que le cheminement de l'humanité ou la vision de l'humanité qui nous est traduit à travers de toutes les grandes sagesses, c'est que le devenir de l'humanité est un processus d'évolution, mais d'évolution de la conscience, c'est-à-dire de transformation, d'éveil et d'aller à l'essence des choses. Et une chose qui revient, un thème qui nous revient, et ça va être le cas pour ce soir avec le mythe de la caverne, c'est que l'essence de l'être humain est avant tout spirituelle. L'essence de l'être humain n'est pas juste la vie du métro, boulot, dodo, mais c'est-à-dire d'aller bien au-delà de finalement les choses un peu du quotidien, mais d'avoir une vision du devenir qui est finalement nous permet d'avoir tous les espoirs, toutes les grandeurs et de se relier aux grands archétypes qui ne dépend pas finalement uniquement, du moins, de notre réalité temporelle, mais qui est une vision qui dépasse le temps, et qui est au-delà finalement de juste un aspect culturel qu'on pourrait choisir de vivre. Et d'ailleurs, dans des mythes que Platon a présentés, parce que Platon en a présenté plusieurs, il nous fait voyager dans des lieux ou dans des états de conscience que nous ne pourrons rencontrer qu'au-delà, par exemple, de la mort. Il y a le mythe d'Hère, il y a d'autres mythes comme avec Hercule, qui se retrouve dans l'Hadès à un moment donné, qui se retrouve au jardin des Hespérides et tout ça. Donc, on voyage avec les mythes,
dans d'autres niveaux de conscience qui, bien que nous ne les vivions peut-être pas maintenant, existent. Et donc, c'est une façon comme d'entrevoir ce que peut être la réalité de la conscience dans d'autres champs. Et ça, c'est ce qui est magnifique de ça, c'est que ça demande quelque chose. Ça ne permet, c'est pas un sport de spectateur. C'est que le mythe, en fait, est quelque chose qui est vivant. Et pour s'y relier, ça demande un certain investissement de soi-même, un investissement de sa pensée, même si c'est juste une question de le vivre un peu. Le mythe n'est pas quelque chose d'intellectuel. Le symbole n'est pas quelque chose d'intellectuel. Le symbole est en fait comme une porte qui s'ouvre sur des idées et des archétypes qui trouvent une valeur uniquement si on peut s'y relier, mais de façon ontologique, de façon réelle, de façon profonde. Parce que la simple relation intellectuelle aux choses qu'on va présenter ce soir, aux concepts qu'on va présenter ce soir, très intéressant, c'est très beau. On s'entend, les mythes grecs ou les mythes égyptiens, en soi, ont un côté vraiment magnifique en soi, après ma barre. Mais de pouvoir reconnaître qu'ils traduisent une réalité qui est tout aussi valide aujourd'hui qu'il était à l'époque, qui est une vision du monde, une vision de l'être humain et une vision finalement de l'univers, ça demande quand même un certain investissement de sa personne, de faire une place à ce grand mystère qui est finalement le devenir de l'être humain. Est-ce que tu voulais nous présenter le mythe, Charles? Eh bien oui, je pense qu'avant qu'on puisse en discuter, il faut quand même qu'on se plonge dans cette œuvre de Platon, hein, dans la République. Alors, je l'ai ici, là, la République de Platon. Vous l'avez peut-être à la maison, vous aussi. Donc voilà. Donc, chapitre 7. On a aussi les œuvres complètes, mais là, on ne va pas les lire ce soir, on n'a pas le temps. Mais il y a quand même, les œuvres de Platon, c'est quand même assez substantiel. Des dialogues, des textes tout à fait remarquables qui ont marqué quand même plus de 2400 ans d'histoire maintenant. Donc, ce soir, on va se plonger dans ce qu'on appelle le mythe de la caverne. Encore une fois, Platon s'est exprimé à la fois par le langage, on pourrait dire rationnel, le langage conceptuel, mais aussi par un langage qui est non rationnel, mais qui n'est pas pour autant irrationnel. Hein? Donc, c'est le langage des symboles, le langage des mythes qu'on retrouve dans pratiquement toutes ses œuvres. Donc, il y a à la fois, donc, il y a deux langages qui se croisent, un peu comme un caducée, hein, comme deux serpents là, qui se croisent. Et c'est tout à fait remarquable que la définition, la compréhension, l'acception de ce que c'est qu'un philosophe à l'époque de Platon, c'est quelqu'un qui cherche la vérité par tous les moyens. Pas simplement par une voie rationaliste, mais par tous les moyens. Et non seulement quelqu'un qui cherche la vérité, mais qui cherche à se rapprocher de la vérité, de la sagesse. Donc, voyons un peu ce mythe de la caverne. Alors, Yuri, si tu veux nous le mettre à l'écran, s'il te plaît. Donc, on a quelques planches d'un diaporama, quelques images à vous présenter. J'espère que vous les verrez bien à la maison. Mais en même temps, on va expliquer comment ça se déroule. C'est comme une histoire. Donc, ici, globalement, nous voyons tout le déroulement du mythe de la caverne. Donc, ça se trouve dans le texte qui s'appelle La République. Il y a d'autres, encore une fois, il y a d'autres mythes. Il y a le mythe de Gigès, il y a le mythe de R. le Pamphilien, oui. Donc, c'est truffé. C'est truffé d'éléments mythiques. Encore une fois, mythe qui veut dire parole vraie, parole de vérité. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Nous voyons comme une grotte ou une caverne tout en bas. Et vous remarquerez dans cette caverne des ombres. Alors, peut-être, Yuri, on peut agrandir, on peut passer à la deuxième image. Oui, celle-là. Oui, vas-y. Ah oui, voilà, on voit un petit peu mieux. Donc, on voit ici, sur le fond de la caverne, des images
des ombres, en fait, qui sont projetées, oui, et des personnages qui sont assis, ils sont attachés avec des chaînes et qui regardent, qui ne peuvent voir que ces images, que ces ombres. J'espère que vous le voyez bien à la maison. Et puis, il y a comme un muret. Alors, oui, tu peux nous pointer le petit muret là, qui sépare, voilà. Et entre le fond de la caverne où on voit les ombres, le muret, il y a des gens, des personnes qui passent en tenant non, à droite des objets qui se projettent, dont l'ombre se projette sur le fond de la caverne parce qu'il y a un feu. Alors, si tu veux nous montrer le feu, voilà, donc un petit peu en haut là, il y a un feu et le feu projette l'ombre des objets qui passent entre ce feu et le fond de la caverne. Donc, les personnages qui sont attachés, on dit Platon nous raconte que ce sont les prisonniers, mais qui ne sont pas conscients d'être prisonniers de la caverne. Alors, c'est ça qui est intéressant. Alors, ils y sont enchaînés, mais ce n'est pas un enchaînement où ils sont malheureux. Au contraire. Alors, entre eux, ils se font des concours, ils se nomment qui est le meilleur pour deviner, pour anticiper la prochaine ombre qui va passer. Et pour eux, ces ombres sont la réalité. Comme ils ne connaissent pas autre chose que ça, eh bien, les ombres projetées, pour eux, sont la réalité. Alors, ils ne connaissent pas toute comment cette caverne est conduite. Alors, heureusement, il y a à un moment donné un personnage qu'on ne voit pas ici, mais qui va descendre dans la caverne pour retirer les chaînes de l'un des prisonniers. Et ce prisonnier va se retourner et va se rendre compte, ce ne sera pas facile, ce ne sera pas une chose facile, il va finir par se rendre compte de comment il était dans l'illusion de voir ses ombres. Parce que tranquillement, au début, bien sûr, en se retournant, ce prisonnier va être aveuglé par le feu. Il va voir qu'il y a quelque chose qui est très, très lumineux pour lui, ce feu. Et graduellement, ses yeux vont s'habituer et il va se rendre compte que les ombres ne sont rien du tout que des illusions, puisqu'il y a quelque chose de plus réel qui est ce feu et ces objets qui passent. Et là, à la réflexion, ce prisonnier va se dire, mais c'est comme une machination, tout ça n'est que fantaisie, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, il y a un chemin ascendant. Donc, Yuri, si tu veux passer à la prochaine planche, il y a un chemin ascendant. Donc, on voit encore le feu. Et là, c'est comme si des étapes, si on veut, du personnage qui est en train de monter, de sortir de la caverne et qui va se rendre jusqu'à l'extérieur de la caverne, à la lumière du jour. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, hein? Il va être complètement ébloui par la lumière du jour et il va avoir l'impression d'être incapable de discerner quoi que ce soit. Ça va être une lumière trop franche, trop forte pour lui. Alors, ça va lui prendre du temps. Donc, on peut passer, Yuri, à la prochaine planche. Ça va lui prendre du temps pour graduellement, la nuit, commencer à avoir des reflets, commencer à pouvoir contempler les étoiles, se rendre compte ensuite que, pouvoir regarder la lune. Et puis le jour, il va pouvoir observer l'ombre des arbres. Et finalement, jusqu'à un moment où il va pouvoir contempler le soleil, c'est-à-dire se rendre compte, donc prochaine planche, s'il te plaît, il va se rendre compte qu'il y a un élément, une lumière, et qui est le soleil. Donc là, notre personnage, qui était prisonnier des ombres, de l'illusion, il a fait tout un cheminement pour constater la machination, comment ça fonctionne dans la caverne, pour ensuite faire tout un effort pour sortir à la lumière du jour. C'est très souffrant, c'est très dur, parce qu'il est ébloui à chaque fois. Et donc, ça lui prend tout un temps d'adaptation, tout un temps de compréhension. Et finalement, il se rend compte, il se dit, mais la source de toute lumière est le soleil. Y compris la lumière qui provient du feu, y compris toutes les lumières que l'on peut imaginer, et toute la vie. Tout provient de ce soleil unique. C'est ce qu'on pourrait appeler le monde des archétypes, le monde idéal qui est symbolisé par le soleil. Et Platon va nous décrire quand même ces archétypes. Il va nous en parler. Il va nous en parler. Qu'est-ce qu'il nous en dit, par exemple?
dire un petit mot? Alors oui, bien sûr. Les archétypes, c'est le monde du vrai, c'est le monde qui ne change pas. C'est le monde au-delà des illusions. Il va nous en nommer, mais entre autres, le beau, le bien, le juste, le vrai. Et, des valeurs ou enfin des archétypes, c'est-à-dire c'est des idéaux en soi, mais que l'on ignore ou du moins qu'on ne voit que des ombres jusqu'à temps qu'on fasse le nécessaire pour essayer de s'en rapprocher. Et comme Charles l'a déjà indiqué à travers le mythe, c'est qu'on voit que l'idée de se hisser vers les archétypes est en fait un cheminement. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse, déjà de prendre conscience de quelques petites choses, il va falloir faire le cheminement pour sortir de la caverne. C'est tout un effort pour notre personnage de réussir à en sortir. Et il n'y a personne qui peut l'y contraindre. C'est à lui ou à elle d'en décider et de faire face à cette exigence, s'élever, monter, être ébloui, réfléchir, investiguer. Vous voyez tout le travail qu'il y a à faire pour parvenir à la contemplation d'un idéal. Mais ce n'est pas tout. C'est ça qui est intéressant, c'est que Platon continue avec le mythe dans la bouche de Socrate. Il continue, il dit, mais c'est pas tout. Ce personnage qui a compris, qui est arrivé au sommet, là, qui a saisi ce qui est un, eh bien, et s'il redescendait dans la caverne? Alors, si tu veux nous mettre la prochaine planche, Yuri. Donc, le personnage, s'il redescendait dans la caverne, évidemment, du point de vue du bon sens, du confort, c'est absurde, puisque là, il est à l'air libre, il est à l'extérieur, il voit les choses, il les comprend. Pourquoi retourner dans une grotte, hein, dans un trou, s'y faire enchaîner? C'est absurde. Eh bien non, ce n'est pas absurde selon Platon, puisque c'est ce qu'on pourrait qualifier d'une action, un geste politique, en fait. Un geste politique, c'est-à-dire qu'il retourne dans la caverne et là, il va se rasseoir avec ses anciens compagnons. Alors, vous imaginez un peu la situation. Le pauvre qui arrive de la pleine lumière du soleil, il se retrouve dans la grotte, dans la caverne, mais il n'y voit plus rien. Pour lui, c'est l'obscurité totale. Alors, il s'assoit avec ses anciens compagnons et là, chacun voit très clairement les ombres, sauf lui, parce que lui, il arrive du monde d'en haut. Il est totalement devenu aveugle à toutes ces ombres-là, très pâles et très, très illusoires. Alors, ils lui disent, ben, tu vois, tu comprends l'affaire, tu as voulu quitter là où nous sommes nous, regarde ce qui arrive maintenant. Tu es atteint de cécité, tu n'arrives même plus à discerner ce que nous voyons si clairement. Donc, ça ne nous intéresse pas de quitter nos chaînes, de quitter là où nous sommes. Nous y sommes bien, on se fait des concours, on a des réputations, on est confortable, donc on ne va pas bouger d'ici. Et l'autre, il insiste quand même, il dit, non, non, écoutez, je sais que ce n'est pas chose facile, mais il y a vraiment d'autres niveaux de réalité auxquels vous n'accédez pas présentement. Et eux disent, ben, écoute, viens pas nous déranger, nous sommes, encore une fois, nous sommes bien comme ça, on a très content d'être ici. Et donc, il insiste. Alors, l'autre personnage, il insiste. Et là, il dit, écoute, là, si tu continues comme ça, on va devoir faire commettre l'irréparable. Il va falloir te mettre à mort parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a une énorme résistance jusqu'au point où si celui qui est redescendu dans la caverne insiste trop, eh bien, il va être mis à mort par ses anciens compagnons. Alors voilà raconté dans un langage du 21e siècle le mythe de la caverne. Et cette image, je trouve très bonne, que nous voyons à l'écran, qui nous montre le mouvement vertical, c'est essentiellement un mouvement vertical, de bas en haut, et puis ensuite de haut en bas. De bas en haut, qui serait quoi? Comme le mouvement éthique, le mouvement de connaissance de soi, le mouvement d'investigation, et le mouvement de haut en bas, qui est le mouvement politique, le mouvement solidaire, dans lequel on retourne avec les compagnons pour essayer d'apporter une certaine compréhension. Et on peut donc se poser la question, Patrice. Il y a plusieurs choses qui sortent. C'est magnifique, ce mythe.
notamment le fait que pour les gens qui sont assis dans la caverne, les ombres, c'est la réalité, là. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Mais maintenant, OK, là, tu l'as dit tout à l'heure, Platon, il vivait il y a 2400 ans. Il nous raconte ça il y a 2400 ans. Alors, la question se pose, est-ce que ce mythe est encore d'actualité? Qu'est-ce que nous, parce qu'on est quand même 2021, qu'est-ce que nous avons à apprendre de ce mythe? Alors, j'imagine que pour tout le monde à la maison, ça bouillonne, hein? Tout le monde voudrait pouvoir s'exprimer. On va ouvrir les circuits tantôt, mais quand même, réfléchissons un peu. Déjà, regardons dans le monde de l'art. Regardons simplement dans le monde de l'art, le cinéma, l'art contemporain. C'est-à-dire, il y a combien d'adaptations, combien de films, combien de livres qui sont une transposition du mythe de la caverne de Platon. Hein? Par exemple, La Matrice. La Matrice, quoi d'autre? 1984, d'Orwell. Oui, The Truman Show. Truman Show, Louis, c'est quoi, Louis XIX, ici au Québec? Québec, c'est ça. Non, il y en a plein, écoute, il y en a à foison, des œuvres cinématographiques, des œuvres littéraires qui sont d'autres formes pour exprimer cette même idée qu'il y a un monde d'illusions et que l'être humain peut aller au-delà de ce voile d'illusions. Dans le monde de l'Inde ancienne, on parlait de Maya, l'illusion Maya, et que, bon, ben, il y a tout un, on appelle ça les jeux de Maya. Donc, c'est comme si le monde de l'illusion, le monde de Maya, joue avec nous et qu'on accepte ce jeu. Mais si on est philosophe, on se dit, bon, on va bien jouer, mais essayons de voir au-delà du voile, au-delà de tout ce mouvement, de toute cette exaltation que Maya nous présente. Donc, oui, 2400 ans, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec le monde des mythes, la date, l'époque est sans importance. Elle est sans importance. Le lieu est sans importance. C'est où cette caverne? Ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que cette caverne, peut-être que c'est notre propre conscience. Alors, c'est peut-être pas un lieu physique. Hein? Donc, ça ne dépend ni du temps, ni de l'espace. C'est très libérateur de ce point de vue. Et ni de la culture. Ni de la culture. C'est-à-dire que c'est une expérience que toutes les traditions vont nous représenter d'une certaine façon, cette nécessité de prise de conscience, cette nécessité d'aller plus loin, de cheminer. Bon, on parle de chaînes. Là. Il y a des gens qui sont enchaînés, mais ils ne sont pas mécontents de ça. Ils sont comme ça depuis la naissance. Alors pour eux, c'est normal. Mais ça nous parle de quoi, ces chaînes? Qu'est-ce que c'est que ces chaînes? Et est-ce que nous, on pourrait reconnaître, si on en a, nos propres chaînes éventuellement? Oui, effectivement. Donc, comme Charles l'a déjà présenté, le mythe nous parle de ces gens qui sont enchaînés. La question se pose, qui sont ces gens? Eh bien, c'est nous. Platon est très catégorique, hein, c'est-à-dire que c'est nous. C'est nous en tant qu'individus, c'est nous en tant que collectivité, c'est nous tous. Et je m'inclus là-dedans, bien sûr, parce que finalement, on a tous un cheminement à faire. Et donc, c'est le grand paradoxe des chaînes comme on nous présente dans le mythe de la caverne, c'est que, en fait, aujourd'hui, et puis quand vous lisez comme moi, on fait tous partie de cette même réalité qui est celle que l'on vit présentement, de nos jours, où la liberté est mise de l'avant. Hein, c'est-à-dire que cet impératif que nous vivons dans un pays libre et nous avons... la soirée n'est pas nécessairement choisie pour faire une réflexion sur tout ce qui se passe dans le monde présentement, mais ce serait en soi, peut-être on s'en ressortira dans les questions, ce serait en soi des grandes réflexions qu'on pourrait faire ensemble. Mais pour l'activité, ce qui est beaucoup plus, qui nous intéresse beaucoup plus, c'est finalement les chaînes qui sont finalement le produit de nos propres consciences, de nos propres relations à la vie.
Alors, que sont ces chaînes? Et c'est ce grand paradoxe qui est, comme Charles le présentait, c'est que finalement, les chaînes, on les aime bien. On se conforte dans nos chaînes. Et même, je dirais, et Platon, enfin, dans diverses œuvres, et la caverne n'en est qu'une, c'est qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'on s'identifie même à nos chaînes. Nos chaînes, nous sommes nos chaînes. Alors, elles sont invisibles. On ne les voit pas. En fait, on les voit, mais c'est nous. L'idée, c'est justement d'en arriver à cette disons, conversion du regard, pour prendre une expression qui est celle de philosophie, c'est-à-dire de cette métanoïa, pour le dire d'une autre façon, d'en arriver à avoir un regard autre sur la vie. Et donc, ça implique déjà de prendre position sur qui sommes-nous, que sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, finalement, toutes les grandes questions de la philosophie. Et déjà de prendre un peu ce nouveau regard qui est très bien symbolisé dans le mythe de la caverne, hein, quand que l'individu, finalement, il se lève la tête et il regarde un petit peu derrière lui et il voit que finalement, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose d'autre. Mais cette autre chose n'est autre que sa liberté. Et c'est au moment de cette prise de conscience qui est représentée dans le mythe que finalement, il prend conscience que finalement, les ombres, les chaînes sont là. Avant ça, on ne le savait même pas. Enfin, je dis on parce que je me compte bien dans cette histoire-là. Bref. Mais ça n'arrête pas là, par contre. Parce que, oui, bien sûr, les chaînes, une fois qu'on les a, mais ce qui est important, c'est ce qui est majeur et qui est finalement le centre de l'œuvre, c'est peut-on arriver à cheminer pour se débarrasser de ces chaînes? Parce que ce n'est pas tout, OK? Parce que c'est intéressant de prendre conscience de ces chaînes. Parfait. Mais maintenant, peut-on s'en débarrasser? Et ça va être tout un processus qui va être qui est repris par tant de mythologies, tant de symboles, tant de grandes œuvres. Mais d'abord et avant tout, et c'est le point de début, le point de commencement, c'est de prendre conscience. Et ça, c'est une des grandes chances que l'on a en tant qu'être humain, c'est que nous sommes maîtres effectivement de notre propre liberté. C'est qu'au-delà des circonstances, au-delà des gouvernements, au-delà de quelques pandémies ou quoi que ce soit, c'est que nous sommes maîtres de notre propre destinée. Et j'aimerais bien citer en fait le proverbe, excusez-moi, le poème Invictus, qui était un des poèmes favoris de Nelson Mandela. Nous sommes le maître de notre âme, nous sommes le capitaine de notre âme immortelle. Et ça, c'est au-delà de toutes les circonstances de la vie, c'est-à-dire cette prise de conscience nous appartient et c'est le début finalement d'une aventure. Quelles sont les chaînes? Nos peurs, nos défauts, toutes sortes de choses à laquelle on ne paye jamais attention avec cette fameuse, conscience où, ah ben voilà, je suis comme ça, ou telles sont les choses, ou ainsi de suite, et Ça fait penser un peu au bouddhisme en même temps, tu sais, dans les nobles vérités du bouddhisme. Pour ceux, il y en a quelques-uns ici qui ont suivi nos ateliers de philosophie. Tu sais, il est question, par exemple, de l'attachement hein, dans les nobles vérités. Alors, il y a quelque chose là aussi. À quoi est-ce qu'on est attaché? Est-ce que nous sommes attachés à quelque chose qui est durable, quelque chose qui est stable, ou à des éléments changeants? Si ce sont des éléments changeants ou temporaires ou impermanents, ça veut dire qu'on va les perdre. Et comme on va les perdre, on va souffrir. Donc, la cause de la souffrance, d'un certain point de vue, est l'attachement à quelque chose qui est impermanent. C'est pour ça que Platon nous invite à faire le chemin vers le haut pour rencontrer ce qui est permanent, qui sont les archétypes. Donc, c'est tout un travail, évidemment, mais c'est le seul travail qui vaille la peine, puisque tout le reste va nous attacher à des éléments qu'on peut perdre et qu'on va perdre. La santé,
même l'incarnation. On va tous perdre le corps physique que nous avons maintenant. On va perdre la voiture si on en a une. Tout. Il y a des relations qui se brisent. Tout est impermanent, sauf d'autres éléments qui sont ceux que tant le bouddhisme que Platon ou d'autres nous ont présentés. Et c'est ça là, qui est tellement magnifique à travers de toutes ces mythologies et tous ces symboles, c'est qu'effectivement, c'est précisément le fait de développer un lien avec tous ces archétypes atemporels qui se sont manifestés, mais franchement, dans des œuvres absolument magnifiques, qui est finalement un cheminement tout à fait valable, valide, qui nous amène à prendre conscience. Parce que c'est la beauté de la vie, c'est une réalité de nos vies, c'est-à-dire que toutes les mythologies, ou enfin tous les symboles nous disent que nous allons de prise de conscience en prise de conscience. Hein? Le grand éveil, tel que le Bouddha nous le décrit, enfin, je vous le souhaite à tous, enfin, je ne le souhaite à tous, mais pour moi, ce sera peut-être dans quelques incarnations. Mais pour l'instant, je serais très content de juste prendre conscience de quelques petits trucs qui m'appartiennent et d'avoir la chance de travailler à me rendre chaque fois meilleur, parce que ça ne prend pas nécessairement une vision de l'humanité qui, sur des millions d'années, pour réaliser qu'on a le pouvoir, on a le pouvoir, et j'oserais même dire le devoir de changer et de devenir chaque jour un peu meilleur. Mais là, on peut s'interroger comme ce personnage qui redescend dans la caverne, c'est qui ce personnage-là? De qui parlons-nous? Nous, parce que c'est quand même un sacrifice. Là. Il avait atteint pratiquement la libération, il était bien. Pourquoi redescendre et qui est ce personnage qui redescend? Donc ça, Platon, c'est toute la pédagogie que nous présente non seulement Platon, mais les traditions d'Orient et d'Occident. C'est la pédagogie par laquelle il y a ceux qui ont déjà franchi un bout de chemin et qui tendent la main à ceux qui voudraient bien pouvoir franchir un bout de chemin. Donc, c'est une entraide entre les maîtres et les disciples, un peu dans la relation, vous savez, avec Socrate et Platon, par exemple. Alors, Platon a toujours été très reconnaissant à Socrate, qui était son maître, de lui avoir amené ses éveils, de lui avoir amené ses opportunités de réfléchir, de s'observer lui-même, de constater ses limitations à Platon, ses propres limitations, et donc de pouvoir changer, hein, d'appliquer un pouvoir pour se transformer, pour changer sa propre vie, s'améliorer, si on peut dire. Donc ça, c'est une pédagogie disons, de fraternelle, amicale. C'est-à-dire que là, tout le monde veut progresser, tout le monde veut faire un bout de chemin. Et il y en a qui ont fait un petit peu plus de chemin que nous, comme Platon pour nous aujourd'hui. Alors, clairement, il a fait un peu plus de chemin que nous et il nous tend la main pour on s'engage un petit peu plus, nous aussi, à avancer sur le sentier de la sagesse. Parce que ce que on a le devoir, d'une certaine façon, de réaliser que finalement, de cheminer est tout à fait, comment dire, inévitable. Et si une chose que le mythe de la caverne nous apprend, c'est que soit qu'on va passer notre vie enchaînée à se complaire dans cette quête, parce qu'on va évoluer, mené soit par les dictates de l'extérieur, par les parties de nous-mêmes qu'on ne maîtrise pas, par les colères qu'on peut piquer parce que quelqu'un nous fait un commentaire. Ou au contraire, on peut choisir, on peut devenir un petit peu plus en connaissance de soi, conquérir sa propre identité. Et puis ça, ma foi, c'est quelque chose nous sommes effectivement libres de faire. Et là est notre réelle liberté parce que ça, personne ne peut nous l'enlever. Et je parlais tout à l'heure de Nelson Mandela. C'est cet homme-là, et j'aime bien cet exemple parce qu'il est contemporain, c'est-à-dire que Platon peut nous apparaître un peu lointain, la Grèce ancienne, une période classique, mais Nelson Mandela a vécu quand même une période
qui, franchement, est beaucoup plus dure une vie beaucoup plus dure que la mienne peut l'être. Et malgré ça, jamais il n'a abandonné son humanité. Même après, je me souviens même plus combien d'années il a passé en prison sous des conditions absolument, ma foi, incroyables. C'est impensable. Et il a sorti de ça un homme politique qui a su créer une unité et pardonner finalement à ses bourreaux, pardonner à ceux. Et ça, c'est l'œuvre d'un homme libre. Un prisonnier ne peut pas faire ça. Une conscience attachée à la haine ne peut pas faire ça. Et donc, si juste, et là, c'est un exemple parmi tant d'autres, on pourra en nommer, l'histoire est pleine, mais on a besoin justement de ces enseignements de ces grands hommes. Et c'est précisément ce que tous les mythes et tous les symboles viennent nous dire, c'est que ce cheminement, ce devenir est le propre de toute l'humanité, nous y compris. C'est-à-dire que l'humanité prend sa place finalement dans son cheminement en devenant meilleure. Et quand je dis l'humanité, mais ça nous appartient à nous en tant qu'individus, bien entendu. Et comme Charles le mentionnait il y a un instant, c'est-à-dire que l'individu est indissociable finalement de son environnement, est indissociable de l'autre. Et donc, ce vivre ensemble va être le fruit de notre capacité finalement d'amener chaque jour le meilleur de nous-mêmes à la table, le meilleur de nous-mêmes dans l'action, dans nos pensées, dans nos sentiments. Et ça, c'est nous, ça nous appartient. Tu nous as mentionné tantôt quelque chose qui est assez inquiétant quand même. Et je pense que vous étiez attentif à ce moment-là aussi, parce que dans la République de Platon, il est question des gouvernements et de la dégradation des gouvernements. Et il nous dit, ben voilà ça, il y a plusieurs niveaux de gouvernement possibles, jusqu'à la démocratie, et après, c'est la tyrannie. Donc, attention, la démocratie est le mode de gouvernement, le type de gouvernement qui est le plus exigeant pour chacun d'entre nous. Donc, si jamais on se relâche, si jamais on se laisse aller, ce qui nous attend après, selon Platon, c'est la tyrannie. Et je pense que l'histoire a quand même donné pas mal d'indications que ce risque est bien présent. Donc, nous avons besoin, selon ce que Platon nous présente ici, de prendre le plus possible conscience de notre identité et de faire l'effort pour s'en rapprocher, c'est-à-dire pour vivre le plus conformément possible à notre identité. Sinon, eh bien, non seulement nous perdrons notre liberté intérieure, ou le peu que nous en aurons gagné, mais nous perdrons aussi la liberté extérieure, c'est-à-dire collective. Donc, c'est tout un avertissement là, qui nous sert. Et ceci nous amène à une autre réflexion sur précisément qu'est-ce que la caverne nous représente, c'est-à-dire qu'il semble y avoir des gens qui aiment bien projeter des ombres sur le derrière de la caverne. Alors, qu'est-ce que c'est que ces ombres? Hein? De quoi? Qu'est-ce que le mythe est en train de... Qu'est-ce que cette histoire est en train de nous raconter par rapport à ces choses qui nous captivent tant? Enfin, je dis bien oui, nous. Hein? Est-ce que c'est... Enfin, j'en nommerai quelques-unes, hein? C'est-à-dire le prestige, le besoin de confort à tout prix, la nouvelle voiture, le nouveau iPhone, bref. Et ça, je vous parle juste des biens matériels. Et sinon, quoi? Et sans compter toutes les choses à laquelle on s'attache, qui sont beaucoup plus à l'intérieur de nous et desquelles, et la caverne est très claire, enfin, le mythe est très clair, c'est-à-dire, on s'en rend même pas compte. Parce qu'on nous a dit toute notre vie que finalement, ben voilà, c'est ça la réussite. La réussite, c'est, je sais pas moi, la grande job. Bon, bref, on la connaît tous. Hein, on fait tous partie plus ou moins de cette même réalité qui est celle que l'on vit de nos jours. Mais on s'est fait constamment dire des choses. Alors, quelles sont ces ombres? Moi, Facebook me vient à l'esprit, mais enfin, ça, c'est personnel. Hein. Je ne veux pas dénigrer rien, mais bref, réflexion à voix haute. Oui, non, mais c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, comme à l'époque de Platon, nous pouvons nous laisser prendre dans les filets de l'illusion. Donc, c'est à nous de dicter, de décider à quoi nous allons consacrer notre temps, hein, le temps de vie que nous avons, à quoi nous allons le consacrer.
Donc, on peut tous faire vraiment des choix très intéressants. Nous sommes en train, par exemple, ici, dans notre école de philosophie, de lancer un club de lecture. Donc, on lit des textes remarquables de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on peut, pendant une même heure de temps, on peut soit rencontrer une grande sagesse ou soit dilapider ce temps. Donc, parfois, on se dit, ah ben non, on dirait que je suis toujours débordé ou que je n'ai pas trop le temps. Mais en réalité, ce n'est pas tellement le manque de temps. C'est-à-dire, c'est le choix que nous faisons, c'est-à-dire la capacité de concentration. Hein, là, on touche au stoïcisme avec Sénèque, par exemple, qui dit, ben, non, la vie n'est pas trop brève, mais c'est nous qui dilapidons notre temps. C'est nous qui ne faisons pas de notre temps à chaque moment quelque chose qui est plein, qui est entier. Donc, tout ça, je le mentionne parce qu'on parle du stoïcisme, donc de l'époque romaine, on parle de la Grèce, on parle de l'Inde. C'est-à-dire que tout ça, c'est le premier siècle ou le cycle d'ateliers de philosophie à Nouvelle-Acropole, c'est-à-dire rencontrer les grandes idées qui sont nécessaires aujourd'hui, autant qu'à toutes les époques, peut-être plus, des idées grâce auxquelles on peut améliorer notre propre vie, notre propre rapport aux autres et notre propre compréhension du devenir, du sens de l'être humain. Mais c'est quoi l'humanité? C'est quoi le destin de l'être humain et de l'humanité? Donc, ce sont des grandes questions. Là. Ce ne sont pas des petites questions vraiment banales. Ce sont des très grandes questions qui, malheureusement, sont peu accessibles. Et là, je suis content que vous soyez là ce soir, qu'on soit tous ensemble pour justement pouvoir aborder ensemble, et je soupçonne que ça surchauffe hein, à la maison, là, que tout le monde se disait, hey, mais j'ai hâte qu'on ouvre le dialogue à la fin parce qu'on veut intervenir. Donc, vous voyez que, comme ça nous fait du bien de replonger dans ces grandes idées, que ce soit celles de Platon, elles sont de tous les temps. Ça, c'est de toutes les époques. Moi, j'ajouterais aussi comme quoi la mythologie et les symboles, ce qui est clair, c'est que en tant que conscience, en tant qu'humanité, on a besoin d'espérer à quelque chose de grand qui finalement, on se rejoint tous. Vous savez, les grandes mythologies et les grandes sagesses du monde ont tous exprimé comme quoi on se rejoint finalement, on s'unit dans quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Et on se divise finalement dans les petites choses. Alors, cette idée, cet appel vers finalement les grands archétypes, c'est justement dans ça qu'on peut se permettre d'avoir une vision du devenir, une vision qui nous grandit tous, dans laquelle on peut tous aspirer à devenir quelque chose qui est au-delà finalement de juste disons les petites choses de la vie quotidienne qui sont absolument nécessaires, on s'entend, hein? Je ne suis certainement pas en train de dire, on n'est certainement pas en train d'affirmer qu'il faut pas aller travailler ou je ne sais trop quoi. Là. Non, ça fait partie de la vie quotidienne. Mais le devenir de l'humanité, c'est pas vrai que c'est juste finalement de travailler, amasser des biens qui finissent toujours par se casser, par se briser, et pour finir en 4 planches. Non, il y a beaucoup plus que ça. Et ça, c'est ce que précisément toutes les traditions et toutes les mythologies, tous les symboles nous ont amenés à comprendre. Comme on disait, la vie n'est pas un sport de spectateur. La vie doit être vécue. Et c'est ça l'appel de la mythologie, l'appel des symboles, l'appel des mythes. C'est finalement de reprendre finalement cette quête vers une véritable identité. Bien, avec ça, on arrive presque à la fin de notre activité avant qu'on puisse enfin échanger ensemble. C'est vraiment important cet idéal, ces archétypes, là, ce côté idéaliste à quoi Platon nous invite. Il nous dit que l'être humain aspire à rencontrer un idéal. Chaque être humain y aspire et tous ensemble aussi, nous y aspirons et nous pouvons le faire. Nous ne sommes pas obligés de vivre dans un monde de clivage, de vivre dans un monde de rupture. Nous pouvons renouer avec quelque chose qui unit les êtres humains au-delà de toutes les différences, que ce soit des différences religieuses, ethniques, géographiques, financières, économiques, nommez-les. Toutes ces différences-là ne sont que les ombres de la caverne. Mais au-delà de ça, brille un soleil unique, un soleil de l'idéal,
Et c'est ce que nous proposons de redécouvrir dans nos ateliers de philosophie, c'est-à-dire se relier à des idées qui sont foncières, qui sont fondamentales pour l'être humain de tout temps, et particulièrement à notre époque, qui, je pense, est déconcertée. Alors voilà, je pense que maintenant, je vois qu'il y a plein de monde là, qui bouge à la maison et qui a hâte de pouvoir soit poser une question ou faire une réflexion, bien sûr. Donc, si quelqu'un veut s'exprimer, nous ouvrons maintenant l'opportunité, puisque nous sommes en direct, donc c'est la chance d'être tous ensemble pour discuter. Alors, qui veut se lancer? Alors, je vois quelqu'un. Oui, Iman. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question. En fait, pourquoi souvent dans ces civilisations qui ont des mythes communs, on utilise des métaphores ou des images et qu'on ne nomme pas directement les choses? Oui, c'est une excellente question. Oui, ben voilà, je pense que ce que tu dis là est non seulement vrai pour ces anciennes civilisations, mais aujourd'hui également. C'est-à-dire beaucoup de choses qui nous sont transmises indirectement. Hein, les logos des entreprises que nous préférons, quand on voit une pomme, on se dit, ah, wow, c'est l'ordinateur. Donc, de toutes les époques, on a besoin de quelque chose qui soit indirect, qui nous oblige à la réflexion, qui nous ouvre un espace d'investigation, hein, d'autonomie. Donc, c'est la même chose à ces époques anciennes, peut-être d'une façon plus ample à ces époques-là, puisqu'ils n'étaient pas dans une vision matérialiste ou une vision mercantile, mais quand même. Hein, donc, même jusqu'à aujourd'hui, c'est tout à fait présent, cet espace. Et bien sûr, quand on lit des romans contemporains ou peu importe, eh bien, on retrouve aussi cette même disons, métaphore, figure de style et autres expressions. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. De toute façon, là, on n'est pas. Ouais. Je me demandais, est-ce que des fois aussi, c'était par souci de ne pas déranger les gens qui sont en place, par souci de ne pas confronter? Ben, certainement qu'il y a une réalité. En fait, oui, Iman, certainement qu'il y a, dans différentes époques, il y a eu des réalités sociopolitiques qui devaient être effectivement très difficiles. Hein? On pense à Giordano Bruno, pour prendre un exemple parmi d'autres, qui a été brûlé au bûcher après X nombre d'années d'incarcération, simplement pour avoir cité des choses qui, aujourd'hui, on sait très bien qui sont la réalité. Hein? Mais au-delà de ça, c'est que on l'a abordé un petit peu avec le mythe de la caverne, c'est que les choses, et tu dis bien, hein, pourquoi ne pas les nommer tout simplement? C'est intéressant parce que nommer les choses, mais par exemple, et pour prendre juste un thème, disons l'être humain. Hein? D'ailleurs, on pourrait dire, ah ben l'être humain, c'est telle chose et le nommer ainsi. Mais jusqu'à temps qu'on en fasse l'expérience, jusqu'à temps qu'on aille cheminer pour en arriver, mettons, à comprendre que l'être humain, c'est telle chose, mais on ne saurait pas. Et puis, pour prendre un exemple tout à fait banal, c'est-à-dire que tu nommes, mettons, tarte aux pommes. Hein? On dit une tarte aux pommes. Et voilà, on est tous ici tarte aux pommes. Et là, ben, pour ceux et celles qui ont mangé la tarte aux pommes, ils savent très bien de quoi on parle. Mais pour une tarte aux pommes, et tu vois, tu as beau avoir la recette devant toi, tant que tu n'as pas essayé la tarte aux pommes, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça goûte la tarte aux pommes. Alors, c'est un peu dans la même idée que le mythe, la mythologie, est un peu un cheminement ou enfin une réflexion, et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure durant l'activité que ça nécessite une certaine investigation, comme Charles vient de le dire, un investissement de soi-même pour en arriver au cœur des choses, à l'essence même. Ça nécessite d'être vécu. Juste le fait de dire et de nommer les vertus, beau, bien, juste, vrai, ça n'a zéro valeur à moins qu'on les vive un petit peu. Enfin, bref, on pourra en parler longtemps, mais juste pour réfléchir. Bonsoir. Premièrement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc je suis content de vous voir. Deuxièmement, je me posais la question parce qu'on dit qu'une fois que les êtres enchaînés ont été désenchaînés, il y a eu l'ascension, l'éblouissement, ensuite la découverte, il y a un lac politique de revenir dans la caverne.
Puis je me posais la question, est-ce que selon vous, il y aurait un danger à ne pas revenir dans la caverne? Ou est-ce qu'il y a une nécessité à faire l'acte politique, donc aller aider les autres à se désenchaîner eux-mêmes pour continuer cette chaîne-là, justement? Oui. Merci pour ta question. Ça fait plaisir aussi de te voir. J'espère que ça va bien pour toi. Mais oui, c'est-à-dire que si réellement quelqu'un est parvenu à cette compréhension que tout est un, ce n'est pas un problème de redescendre dans la caverne, en fait. C'est-à-dire que c'est un appel absolument, il n'y a aucun doute, la personne, c'est sûr qu'elle va redescendre, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on ne se trouve pas dans un point où on dit, ben, peut-être que j'irai demain ou après-demain. C'est-à-dire que dès que la personne a cette espèce d'illumination, de compréhension parfaitement claire, c'est sûr qu'il va redescendre. Pourquoi? Ben, parce que ce sont ses frères et sœurs humains, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il va redescendre. Donc, l'acte, appelons-le politique, dans la vision de Platon, la vision à laquelle on adhère ici, c'est en fait quiconque a une compréhension un peu plus, quelle qu'elle soit, une petite compréhension de quelque chose, une loi de la vie, veut la partager et veut s'assurer que ceux et celles qui peuvent la recevoir, qu'ils en bénéficient eux aussi. Donc, c'est tout à fait, l'acte politique est absolument naturel aux philosophes. Et on ne parle pas ici de parti politique ou quoi que ce soit, simplement rendre disponibles dans la cité les idéaux qu'il a rencontrés. J'aurais comme une deuxième partie, si vous me permettez, parce que tantôt, vous avez dit justement que la personne qui retournait se ferait regarder ou dire « tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles », etc., etc. Puis, dans l'ère où on vit, mettons, dans un confinement avec une restriction de se voir, puis des trucs comme ça, moi, je sais que je me sens très seul, justement, et je ne suis sûrement pas le seul là-dedans. Donc, je me demandais, auriez-vous un truc pour justement passer ce message-là qu'on pourrait recevoir dans des études personnelles, mais qui, en fait, autre le métro et le travail, moi, je ne vois pas personne. Donc, c'est pour ça que comment on fait pour partager à ce moment-là si c'est vrai qu'on est seul? Je sais qu'on peut partager intemporellement, dans le sens que j'ai hérité de notes d'un oncle qui est décédé il y a 30 ans, puis maintenant, il me parle au travers de mes notes. Donc, je me suis mis à écrire. Mais de là à me dire intemporellement, je risque de toucher quelqu'un, comment ici et maintenant je pourrais toucher autrui, mettons? Bien, en fait, c'est un peu l'idée de faire une association comme Nouvelle Acropole, c'est-à-dire précisément de partager toutes ces valeurs atemporelles et avec toute l'humilité qui se doit, hein, parce que, comme Charles l'a mentionné, on est, enfin, je vais parler au jeu, là. Je suis certainement pas un Platon, là. Vraiment, mais vraiment pas. Mais par contre, la grande prise de conscience, si on peut le dire ainsi, que j'ai eue, c'est que de réaliser que, effectivement, il y a une valeur dans ça. Et non seulement d'avoir réalisé qu'il y a une valeur dans toute cette tradition, dans tout cet héritage qui est le nôtre en tant qu'humanité, ben, j'ai décidé d'agir. C'est-à-dire, ben voilà, je poursuis activement, je partage, j'étudie, j'essaie de vivre au quotidien dans mes actions concrètes ces valeurs-là. Et ça nous appartient à tous. Hein. Ça, c'est un acte politique, c'est-à-dire de vivre avec... On est tous des êtres politiques en passant, hein, qu'on le fait de passivement ou pas, là, ça, c'est une question de réflexion personnelle, mais on est tous des êtres politiques. Personne ici, à moins que je me trompe, ne vit dans le fond de l'Amazon ou dans le fond de je ne sais pas trop quoi, de l'Himalaya, seul en faisant zazen à journée longue. On vit tous dans une société. Alors, on est tous, d'une façon ou d'une autre, on est tous des êtres politiques. Spectateurs peut-être moins. Enfin, on est tous là où on est à faire ce qu'on peut. Mais déjà, une prise de conscience et d'agir sur les prises de conscience que l'on a, c'est un acte politique en soi. Après ça, c'est une question de cheminement. Hein? Oui, merci. Mais tu sais aussi, je peux peut-être partager une petite expérience, c'est que pour moi, après que j'ai terminé mes études universitaires, je me sentais très seul, même si j'avais quand même des amis, mais je me sentais très seul. On n'était pas dans une pandémie ou dans un isolement, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je me sentais très seul. Donc, j'ai cherché
et j'ai pu trouver donc une association comme celle-ci, Nouvelle Acropole. Mais disons que quelles que soient les conditions où on pourrait avoir l'apparence d'avoir une liberté de mouvement, on peut se sentir quand même très seul tant qu'on n'a pas rencontré les enseignements et pourquoi pas les personnes avec qui on peut partager des choses plus profondes. Une chose que le mythe de la caverne et autres mythes nous dit, c'est que pour en arriver justement à ces grands archétypes, et l'amour effectivement en fait partie à 100%, c'est qu'il va falloir quand même, c'est une conquête. C'est pas quelque chose qui est, comment dire, ça coule pas de soi. C'est-à-dire qu'il va falloir y arriver, il va falloir se hisser. L'amour est un archétype. Mais il faut y arriver. Et ça, c'est pas en attendant sur le sofa là, que ça se passe. Voyons voir s'il y a d'autres questions, là, peut-être, ou d'autres commentaires. Nourri? Permettez. Comme c'est les maîtres de la caverne, ceux qui agitent les objets, qui produisent des ombres. Je le prends sur un plan politique parce que je sais très bien que tout ça existe d'un point de vue plus éthique ou à l'intérieur de soi, mais d'un point de vue politique, dans l'ancien temps, c'était plus difficile disons, de berner les gens ou de manipuler les gens parce que surtout si c'était les masses, il fallait montrer les mêmes images à tout le monde et puis on ne savait pas trop si les gens allaient adhérer à ça, il fallait faire des essais-erreurs, c'était compliqué. Maintenant, on se berne nous-mêmes avec nos appareils, on est en conversation constante. C'est comme si la caverne, on avait chacun notre petite caverne avec une intelligence artificielle face à laquelle notre cerveau n'est pas de taille. Et les illusions qu'on nous montre sont uniquement celles qu'on aime ou qui nous indignent, donc qui nous font réagir un maximum et qui nous font qu'au lieu de passer une heure à lire pour le cercle de lecture, par exemple, ben on va scroller pendant une heure. On peut faire ça. On met des microdoses de dopamine. Ça va mal. Hein. De ce point de vue-là, c'est disons, politique ou social, parce qu'on a chacun la petite caverne 2.0, très, très puissante. Mais en même temps, on va faire la même analogie au niveau intérieur, mais peut-être que ça, c'est plus atemporel. On a toujours été comme ça lui-même, mais on est très bon pour se berner nous-mêmes aussi. Notre mental, il aime bien nous faire voir uniquement ce qu'on aime ou ce qu'on déteste et ne pas nous exposer aux choses telles qu'elles sont. En tout cas, je voulais juste souligner l'hyper-puissance de la caverne d'un point de vue social, sociétal aujourd'hui. Donc, il faut être plus fort si on veut avoir une chance de sortir. Ben, écoute, oui, tout à fait. Je pense que ça se passe de commentaires. Effectivement, tu exprimes vraiment une réalité qui est claire. Merci. Bonsoir. Je voudrais juste, c'est un petit commentaire aussi, que ensuite, ce que Yuri vient de dire, que en fait, pourquoi que ces appareils ont de pouvoir en nous, c'est parce qu'on a oublié que nous avons plus de pouvoir sur eux, je veux dire. C'est-à-dire, si c'est un appareil qui prend contrôle de notre attention, mais c'est notre attention. Alors, on a quelque part oublié que c'est nous qui pouvons avoir le contrôle et pas l'extérieur. Alors, justement, c'est de la voie philosophique dans le sens que c'est de former l'être humain dans tout ce potentiel de réflexion, de concentration, d'amour, de vertus qui vont redonner le pouvoir à l'individu et donc être maître de soi-même à quelque part ou disons agir avec amour et c'est là qu'on va se souvenir à un moment donné j'étais prisonnière dans la caverne mais je vais essayer de ce que j'ai appris partager pour que les autres voient aussi qu'ils peuvent être plus forts de ce qu'ils pensent. Alors, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour tout. C'était très inspirant.
Mais merci à toi aussi. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il y a une dame. Attends, Oui. on ne vous entend pas. Ah, moi, comme parle. Non? Voilà. Oui, je trouve ça très intéressant. Mais maintenant, il y a aussi que les autres, ils ont un degré d'évolution qui peut-être, la personne qui est descendue pour essayer de les attirer à aller à l'extérieur, il n'était pas prêt à ça. Comme dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à évoluer, puis il y en a d'autres qui sont moins, moins bien préparés à ça. En tout cas, moi, je le vois comme ça, là. Oui. Je pense C'est un que... commentaire, Merci. c'était un commentaire. Non, mais c'est intéressant parce que, vous savez, effectivement, et c'est pas que la caverne de Platon qui nous l'enseigne, c'est que dans beaucoup de circonstances, on nous parle de choc. C'est un choc. Et oui, tout à fait. Maintenant, et c'est pour ça que toutes les philosophies nous parlent que de toute façon, si on ne le fait pas par un choix conscient, la vie va s'en charger. Elle va nous saprer une baffe et puis et on va tous, et le Bouddha, pour prendre Charles mentionnait le bouddhisme, c'est qu'on va tous souffrir, on va tous avoir des douleurs de toute façon. Et c'est parce qu'on est face à justement des situations qui nous poussent à nous adapter. Donc, la philosophie, en fait, le chemin qui est promu par, disons, par la philosophie, et puis dans ce cas-ci, dans la caverne de Platon, c'est d'essayer de le faire consciemment, petit peu par petit peu, et c'est-à-dire, bon, pour prendre une image que j'aime bien, hein, ce qui est celle de Saint-Georges, hein, qui va aller se battre contre le dragon. Ben, Saint-Georges, quand il est allé se battre contre le dragon, c'est parce qu'il avait son épée, il n'a pas été se battre avec un slingshot, puis je ne sais pas trop quoi. Il était justement prêt. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu, et donc l'histoire, dans le fond, si on y pense un petit peu plus loin, c'est que c'est un cheminement, et donc c'est petit peu par petit peu, et puis après ça, bon, écoutez, mais oui, c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est des chocs des fois. Mais ça, la vie s'en charge de toute façon. Hein. Est-ce que ça va? Il y a un dernier, je pense. Il y a quelqu'un qui n'a pas parlé encore là, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Je trouve intéressant le mythe parce qu'il me semble un peu paradoxal. Je vois dans la caverne, ce qui nous retient, c'est beaucoup plus le monde extérieur, comme vous mentionnez, les maisons, la richesse, la renommée. Tandis que lorsque la personne réussit à monter dans le monde extérieur, je vois beaucoup plus ça comme, en réalité, il réussit à connecter avec son monde intérieur. Alors, c'est bizarre que Platon nous montre ça comme à l'inverse, peut-être pour exagérer la situation, mais c'est un commentaire que je trouvais intéressant à dire. Ben, vous savez, si je peux me permettre, j'y vois aussi un peu j'aborde dans le même sens que vous. Et il y a une raison à cela. C'est qu'aujourd'hui, parce qu'évidemment, on le voit avec l'état de conscience qui est le nôtre, bon, modernité, Amérique du Nord, richesse matérielle, c'est ce qui est effectivement, qui est notre réalité, qui nous définit. Et donc, après ma barre, on a déjà ce cheminement à faire qui est vraiment, effectivement, en Amérique du Nord, le monde, c'est un monde matérialiste. Et donc, oui, les premières épreuves peuvent être définitivement celles de la matière, celles de tout le prestige, et puis, etc. Dans une autre époque, ça aurait été l'aliénation aurait été différente, mais le cheminement est le même, c'est-à-dire que c'est d'aller conquérir son être, son identité profonde qui va au-delà justement des aliénations de notre époque. Oui, très bonne remarque. Le temps passe vite. Alors, peut-être une dernière personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait...
En fait, c'était pour le point de Daniela. On a oublié qu'on a le contrôle sur notre conscience. Ça m'a fait rappeler, je pense que c'est Platon, si je me souviens bien, qui disait apprendre, c'est se rappeler. Je trouvais que ça faisait un peu le lien justement avec comme réapprendre le soleil ou réapprendre à justement pas profiter du soleil, mais redécouvrir la beauté du soleil unique en fait. Donc, apprendre, c'est se rappeler. Moi, ça m'a. Je l'ai écrit en gros dans ma feuille de notes, ça m'a fait du bien ça. Donc, merci au point de Daniela. Merci à toi aussi. Alors, on va essayer de s'en rappeler de cette pensée. Bonne soirée. Merci à tous. Merci, Bonne soirée Charles. à tout le monde. Merci. Sarah. Merci, Patrice. Au revoir. Au revoir. Merci Charles et Bientôt. Patrice.